Après la crise d'octobre, je suis revenu à CSM, j'avais pris un congé sans solde. Et Pépin n'était pas très favorable au FRAP. Il trouvait que ça allait trop loin. J'étais accueilli assez fraîchement. Et là, je me suis allé travailler au Conseil central avec Michel Chartrand. Oh, là encore, c'était 2-3 ans. Là. Magnifique. On a fait des choses. On a fait des services, ils m'ont mis sur l'écriture de pamphlets, de ci, de ça. Chartrand a mis au monde de syndicalistes à Montréal, quasiment, là, les syndicalistes militants. Là, avant Chartrand, le Conseil central de Montréal, c'était un club social. Hein? Et ce qu'il a insufflé au Conseil central, ça a duré des années, ça dure encore. Le Conseil central se démarque encore. Il appuyait tout. Moi, dans mon cas, j'ai commencé au FRAP, ils m'ont appuyé, ils ont fourni de l'argent. Après ça, au RCM, la même chose. Et les autres mouvements par la suite. À ce moment-là, le bras droit de Chartrand, c'était Fernand Foisy. C'était du monde d'organisation qui était aux affaires. Hein? C'était pas des... dans le cas de Fernand, ça prenait ça un peu à Chartrand, qui des fois travaillait un peu. Fernand était un gars pratico-pratique, qui rendait les choses possibles. Et c'était agréable de travailler avec eux autres, avec cette équipe-là, c'était très agréable. De telle façon que tu t'en donnais plus qu'il t'en demandait. Chartrand était perçu comme le chef d'opposition, c'est ça. Hein? Il fallait que Pépin patine un peu parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de dissension. Alors Chartrand arrivait dans les instances, et là, il y avait un peu des affrontements avec Pépin. Et là, Chartrand, il ne mâchait pas ses mots, il accusait Pépin de ne pas être fidèle aux idées qu'il avait exprimées du deuxième front. Puis, alors, il ne savait pas tellement. Quand Chartrand était emprisonné 4 mois lors de la crise d'octobre, jamais que Pépin se refusait à ce que la CSN prenne position pour lui. Hein. Ils ont ignoré complètement son emprisonnement. Il était quand même président de la C'est assez mesquin. En tout cas, bon. En 1998, Chartrand décide d'aller se présenter contre Bouchard dans Jonquière. J'avais été travailler avec lui. Et ça avait été toute une lutte. Hein. Ça avait été. Et après ça, il fait une campagne. La dernière campagne que Chartrand a faite, là, ça a duré 4 ans à peu près. Sur la pauvreté zéro, là, puis toute l'allocation universelle, salaire minimum garanti. Il a fait le tour du Québec. Tout ça à ses frais. Lui-même qui conduisait son auto. Hey, il avait 84 ans. Et ça a été sa dernière campagne. Il a fait, après ça, il faisait des discours, des allocutions ici et là. Les campagnes, là, où il couvrait tout le terrain. C'était un homme généreux, ça. Vous savez, les conférenciers qui viennent, même de la gauche, qui vont parler quelque part, ils demandent 300 pièces, ils demandent ci, ils demandent ça. Chartrand n'a jamais demandé une scène à personne. Il payait tous ses déplacements. Simone, sa femme, l'appelait mon missionnaire, puis c'était vrai. Chartrand, sa femme avait hérité d'une belle maison, un genre de petit manoir sur le bord du Richelieu, avec l'argent qu'elle avait eu. Elle venait d'une famille aisée. Ils avaient acheté ça avec un terrain magnifique, avec des arbres, la maison.
Et il manquait d'argent, hein? Il était obligé d'en vendre des lopins, tant que finalement, quand il est mort, il restait seulement à la maison. Entre nous, là, ça, là, la goélette la plus pourrie en arrière de vous, là, ça, là, j'arrive à une bonne journée, les dernières années, j'allais le voir souvent, une fois par mois, par 2 mois, là. J'arrive, puis je vois ça dans sa salle à manger. Et elle est belle. Ah, que j'aime ça. Ça me fait penser quand j'allais à l'île aux Coudes, puis qu'on voyait les goélettes pourrir sur le bord du fleuve, ça me rendait tellement nostalgique. Tu l'aimes? Prends-la. Il m'a écrit une belle dédicace, là, puis il me l'a donné. C'était un être comme ça, Chartrand. Puis c'était un gars cultivé, c'était un bon vivant. Il se donnait un personnage, hein, d'une certaine façon, là. Mais quand dans l'intimité, c'était un gars cultivé, c'était un gars... bon, c'était mon mentor. Dans ces années-là, là, avant que les 3D partent, là, il y avait toutes sortes de publications, hein, ne comptons que sur nos propres moyens, etc., où, de mois en mois, d'année en année, on sentait que ça se radicalisait. Il y avait eu également la grande mobilisation pour les négociations. Et ça avait été quelque chose. Hein. C'était avant que les 3D partent, là, où il y avait eu les grèves et tout ça. Là. On avait des structures de mobilisation qui étaient assez extraordinaires. On a recyclé nos comités d'action politique dans le premier front. Or, ces comités-là sont devenus des structures de mobilisation et de communication. Et durant tous les mois où ça négociait, nos membres étaient informés 2 fois par semaine de l'état exact des négociations. C'était une pyramide. On avait des responsables régionaux, on avait des responsables de toutes les fédérations, et finalement, ça arrivait jusqu'à la base, dans l'espace de 2 jours. Ça se rendait. Ça mobilise du monde, ça. Et on a eu le conflit. Puis les chefs syndicaux ont été emprisonnés. Puis bon. La crise des 3D, ça c'était. À Montréal, les gens de gauche, il n'y avait pas de problème. Mais ailleurs au Québec, au sein de l'exécutif de Pépin devait naviguer. Hein, parce que les 3D, ça c'était des membres de son exécutif, c'était des bons libéraux. Et il contrôlait sur le plan financier, il contrôlait la CSN. Et Pépin patinait. Puis nous autres, l'action politique, on faisait dans le tas. On prenait des positions, on rencontrait les journalistes, puis on suivait la ligne là, qui avait été définie par les congrès. Là. Et eux autres, ils n'en pouvaient plus. À un moment donné, ils ont levé le camp. Et ça a fait une grosse crise. Hein. CSN a failli tomber en 72 ans. C'était angoissant. C'était tellement affligeant de voir les syndicats nous quitter un après l'autre. L'autre journal, ça c'est avec Pierre Dubuc. Quelques mois après que je suis arrivé, on a lancé l'idée d'un mouvement politique, souverainiste et progressiste. Mettre sur pied. Parce que là, avec Bouchard et son fameux déficit zéro et tout ça, c'était plus l'atmosphère de 95 lors du référendum. Alors là, il y avait une baisse, là, 2 ans après, là, et on a mis sur pied à ce moment-là, il y a eu un colloque, on a convoqué les gens. On ne savait pas comment il allait en venir, là. Au Cégep Maisonneuve, un soir de novembre, en 97. Il y en est venu 600. Comme ça venait d'un peu partout, on avait des orateurs, une série de bons orateurs, dont Roméo Bouchard, Chartrand et tout le groupe. Et là, on a décidé de mettre un mouvement sur pied, qui s'est fondé, qu'on a appelé le PAC, qui s'est fondé officiellement en mai 98. Mais encore, la maudite division. Alors, il y en a un groupe qui était pour qu'on reste un mouvement, puis l'autre groupe qui voulait qu'on se transforme en parti politique. Moi, j'étais pour le mouvement, c'est-à-dire on politise les gens, puis ceux qui vous ont fait de l'action politique, partisane, de l'action électorale, ils iront dans le parti de Paul Rose, le PSD. Hein? Mais non, ils ont décidé de former un parti avec ça,
Moi, je n'étais pas d'accord. Là, on s'est ramassé avec un nouveau parti de gauche. Le RAP, PSD, ta. On était pas mal découragés. En 2000, on a une réunion à Drummondville, c'était durant l'hiver, au mois de février, un peu comme aujourd'hui. On décide de faire un colloque pour juin 2000. À l'UQAM. On ramasse 800 personnes, 2 jours. La même chose un peu que ce qui s'était passé en 97 avec... Mais en plus fort encore, il y avait plus de monde, c'était mieux structuré. Et là, on met sur pied un comité pour étudier la possibilité de former un parti unifié de la gauche. Quelques mois après, là, ça n'avançait pas. Moi, je piaffais d'impatience. À un moment donné, le député de Mercier, le ministre Perrault, quitte la politique. Le poste de député de Mercier, sur le plateau, où j'avais déjà milité plusieurs années, devient la CAQ. Il dit, hey, il faut se présenter un parti unifié. J'en parle à mes amis, on décide de présenter une candidature unique, la mienne, parce que j'étais plus connu, j'avais été conseiller municipal dans le coin, puis tout ça. Et on a rallié tout le monde. Sauf le RAP, on a eu de la misère, là, le mouvement dont je venais, les autres, mais ils sont venus. Et on a fait une vraie campagne, là. Pas des campagnes seulement organisées à la PQ. On avait l'ancien organisateur du PQ avec nous autres, une partie de l'exécutif du PQ. J'étais cherché 24,2% du vote. Fait battre le PQ, bien entendu. Oui, on était serrés, les 3 premiers, à quelques centaines de voix, puis la libérale est arrivée en premier, le PQ, puis moi. Falardeau m'a ramassé, il était dans le comté, lui, puis Falardeau. Bon, j'ai répondu. Après ça, il y a eu cette élection-là, l'Union des forces progressistes n'était pas encore formée. On a été en cogitation, là, en travail pendant 10 mois. Or, c'est le RAP, le PSD et le Parti communiste qui ont formé l'Union des forces progressistes. Ça a été créé en juin 2002. On a fait une élection en 2003. On n'a pas eu un grand succès. Là, c'est là qu'Amir m'a succédé dans Mercier. Et Amir, c'est un gars formidable, il n'y a qu'à dire. Il avait été candidat, lui, du Bloc, dans Outremont, à l'élection d'avant, au fédéral. Puis là, il s'est joint à nous autres pendant la campagne de 2001, puis il a pris la suite. Alors, on n'a pas eu un gros succès à l'élection de 2003. Amir est allé chercher 18%, 20% du vote. Puis là, de son côté, la présidente de la Fédération des femmes, Françoise David, a décidé de faire de la politique. Ils ont créé un mouvement citoyen, Option citoyenne, qui a cheminé de son côté, qui a décidé de faire de l'action politique partisane. Et l'UFP et Option citoyenne se sont fusionnés. Et de là est né Québec solidaire en 2006. Alors, je milite encore, je suis plus... mais je milite encore, j'ai mon... formidable. Dans le temps du rap, ces trucs-là, le frappe, aussitôt que tu arrivais à une réunion, tu échangeais, tu n'étais pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un, puis tu échangeais, tu devenais son ennemi. Tu sentais des rapports de haine. Moi, ça me fatiguait. Là, à partir de l'UFP, les rapports harmonieux. On pouvait différer d'opinion, mais la plupart du temps, on était sur la même longueur d'onde. Et même avec des gens qui étaient dans d'autres partis quelques mois avant, là, des rapports harmonieux. Et ça a été la même chose à Québec solidaire. Il y a des négociations, on espère que les casseroles vont sortir meilleurs. C'est pas tellement ce que ça a donné comme mesure légale, législative, c'est que ça a réveillé du monde. Et ces jeunes-là, cette génération-là, est plus politisée que d'autres. Moi, je sais, j'ai une petite fille, 2 petites filles.
qui se sont politisées à ce moment-là, puis qui sont ouvertes. Mais, regardez, moi, là, je pense aux années du P6, de 44 à 60. C'était là, en 16 ans. La grande moisson. T'es arrivé là-dedans, moi, comme étudiant. Au collège Lévis, je lisais Le Devoir. Ça a pris du temps, genre, mais les luttes syndicales, le plan culturel de refus de la balle, les conflits syndicaux, les gros conflits de Margaretville, de Louisville, d'Asbestos surtout. Et il y a des mouvements citoyens qui sont mis sur pied, mais tout ça, c'était dans la société, mais aussi longtemps que ça n'a pas débouché sur le plan politique, il ne s'est rien passé. Ça bouillonnait dans la bouteille, là. Mais tu avais un goulot d'étranglement, c'était le politique. Aussitôt que le politique a sauté, là, tout s'est mis. Et je me souviens, le soir des élections, j'étais en voyage de noces au mois de juin, 22 juin 1960. Mont-Tremblant, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et là, ça arrive, ces résultats-là, ils rentrent par 4 voix de 4 contre une majorité. J'étais fou. Je criais dans l'auberge, les touristes se demandaient qu'est-ce qui m'arrivait. Enfin, on respire. Ça t'est pris comme ça. Alors moi, je dis, on est en train de préparer quelque chose. Et je garde la foi. Je suis certain qu'il va arriver quelque chose. Ça va évoluer. J'ai la foi, mais je regarde là, comment tout ce monde-là dans la société, il s'en passe des choses dans une journée, le nombre de militants qui vont à toutes sortes de réunions dans n'importe quel domaine, l'environnement, tout ça. J'ai un peu mes accointances. Là. Je me dis, ça va finir par produire un effet à quelque part. Là, il y a un front commun, puis on espère en faire un bout là, au cours des prochains mois. Je me suis intéressé beaucoup au mode de scrutin. J'avais fait ma thèse de maîtrise là-dessus. Là. J'ai écrit beaucoup, j'ai écrit un livre là-dessus, j'ai fait des campagnes. Si on avait un mode de scrutin proportionnel, ben, ça pourrait débloquer plus vite. Ben, le PQ a failli le faire. Même Charest a présenté un avant-projet de loi. Ben, ils ne sont pas pour aller changer les règles du jeu qui les favorisent. Hein. On joue un jeu électoral où tout est truqué à la base. Hein? Les votes comptent pas. Tu sais, toi, si tu votes pour. Quand on vote pour un candidat d'opposition dans ton comté, s'il n'est pas élu, ton vote, là, il compte pas. Il s'en va direct à la poubelle. Hein? Tandis qu'avec un scrutin proportionnel, tous ces votes-là comptent. Ils contribuent à faire élire des députés. Hein? Puis le vote du parti qui est élu, là, le vote d'un partisan qui vote, disons, libéral, a 3 fois plus de poids que, bon, en nombre pour la représentation de l'Assemblée nationale. Moi, je trouve qu'il y en a des jeunes de la gauche là, qui disent on a dépassé cette affaire-là, c'est de l'électoralisme, mais qu'il soit conséquent quand même. On veut-tu prendre le pouvoir ou non? Ou si on reste dans des mouvements de réflexion et hein? On veut-tu le prendre ou non? On a formé un parti politique. Hein? C'est pourquoi? C'est pour prendre le pouvoir. Ah, ben, ça fait réformiste prendre le pouvoir. Bon, en tout cas, il y a une discussion qui se fait un peu là-dedans, mais pas de façon acrimonieuse comme avant. Hein? Ça se fait de façon beaucoup plus
Moi, j'ai un jeune, entre autres, qui est très brillant, là, qui écrit des textes. Il est très radical, mais il est par là. Le mouvement syndical, à l'heure actuelle, me déçoit beaucoup. Avant, le mouvement syndical contribuait à former les gens sur le plan politique, à expliquer à leurs membres dans quel genre de société qu'on vit, puis comment ça marche dans cette société-là. Ça se fait plus, ça. Ils lui négocient des conventions, mais ils ne leur donnent plus le bon. Du côté communautaire, il y a bien des groupes qui sont bien corrects, mais il y en a d'autres qui vivent avec les subventions du gouvernement qui font attention. Hein? Mais quand même, il y en a plusieurs. Il y a le côté politique, ben, il y a Québec solidaire. Bon, Québec solidaire, il y a des bons militants là, mais avec le mode de scrutin, ça avance pas vite. Hein? À un député de plus par élection, ça va prendre plusieurs élections. La conjoncture actuelle, là, avec le retour au pouvoir des libéraux, qui n'ont plus aucune leçon depuis la réingénierie de Charest en 2003-2004, pour moi, il va y avoir un gros clash. Hein? On le voit, là, la santé, hein? La négociation collective, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et je pense que ça peut faire souder ce monde-là ensemble. On espère, mais attendez-vous à un printemps, plus ça va aller, plus chaud. Et peut-être un début d'automne encore. Et ça va peut-être... Maintenant, moi, du côté péquiste, c'est bien valeur, j'ai fait une croix là-dessus. Non pas que j'admire une femme qui a des idées de Mme Ouellette, la candidate, là. Je suis parfaitement d'accord, ou Pierre Serré. Sauf qu'ils ne sont pas dans le bon parti. Hein? Elle était ministre de Richesse naturelle, puis elle n'était pas capable de faire passer ses trucs, elle était obligée d'emballer des couleuvres à tout bout de champ. Hein? Puis Péladeau, ben, on sait que c'était le champion des locales. Il va être choisi chef. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais, en tout cas, il y a de l'air sincère sur le plan de la souveraineté. Là. Mais la souveraineté, si on tombe souverain, mais c'est pas fait de là. Puis qu'on vit dans le même type de société, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais, c'est comme, moi je me souviens, quand je suis arrivé en sciences sociales en 1956, il y avait une élection où Duplessis avait été élu plus fort que l'élection d'avant, quelques mois avant. Le climat était à démobilisation. Où est-ce qu'on s'en va? Tout le monde, on est divisé, en 60. Dans l'espace de 2 ans, tout s'est remis en place. Hein? Les libéraux ont su se donner un chef, ont su approcher des candidats intéressants. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Je ne sais pas. Mais ça va aller dans cette direction-là, certainement. Sauf que ça va peut-être prendre un peu plus de temps que c'est de l'a pris en 56, 60. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Mais je suis un éternel optimiste et je ne suis pas découragé. Et de toute façon, tu n'as pas de choix. Hein? Si tu ne te bats pas, tu te laisses aller, tu es aussi bien de mourir. Si tu te laisses aller, là. Non. Moi, le bout qu'on fait, on le fait. Puis, on aura fait ce bout-là. Moi, j'ai été chanceux, j'ai travaillé dans des choses extraordinaires, aussi bien dans le syndicalisme que dans le journalisme, que
j'ai travaillé dans des endroits extraordinaires. J'ai été dans les syndicats, permanents syndicats de la CSN au moment où c'était vraiment enthousiasmant. Mais on vivait pauvre. Hein? Moi, j'avais le même salaire que ma secrétaire. Elle faisait du 9 à 5, puis moi, je travaillais 7 jours par semaine. Parce que c'était le socialiste du temps, là. Hein? C'est les obligations familiales qui comptent. Dans des enfants, toi, t'en as, tu payes le même salaire. Mais, tu étais heureux, puis tu avais l'impression de construire quelque chose. Hein? Une nouvelle société. C'est même ça avance, la société, ça avance par coups, là. Hein? On a eu la Révolution tranquille, on a eu les syndicats dans les années 68-72, on a eu après ça le premier mandat du PQ, puis ça en a de moins.